Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons commencer notre sixième module intitulé Sécurité informatique, System Hacking. Donc aujourd'hui, ce que nous allons essayer de voir, ce sont les approches et les techniques qui sont utilisées pour hacker un système. Donc la première chose, nous allons essayer de voir quels sont les concepts de base du piratage informatique. Alors, il faut savoir que les attaquants suivent généralement une méthodologie pour pirater un système. Ils arrivent à obtenir d'abord les informations au cours des phases de footprinting, d'analyse, d'énumération, ensuite d'analyse de vulnérabilité. Ils vont utiliser ensuite le résultat de ces étapes pour exploiter le système cible. La figure que vous voyez ici vous montre les étapes, les mécanismes de flux entre les différentes étapes du hacking. Comme vous le voyez, il existe essentiellement 4 étapes. La première phase, que vous voyez là, qui est le footprinting. Donc la première phase que vous voyez là, qui est le footprinting, c'est la phase préliminaire dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc nous avons le footprinting, le scanning, l'énumération et l'analyse de vulnérabilité. Par contre, lors de la phase de piratage, la première phase qui nous intéresse, c'est la phase d'obtention d'accès. Les phases précédentes, comme on l'avait dit, vont aider l'attaquant à identifier les failles de sécurité et les vulnérabilités qui existent dans les différents actifs informatiques de l'organisation. Ensuite, l'attaquant va utiliser ces informations ainsi que différentes techniques telles que le piratage de mots de passe, l'exploitation de vulnérabilités, telles que le débordement de tampons, ce qu'on appelle le buffer overflow, pour accéder au système de l'organisation cible. Le piratage des mots de passe consiste à accéder à des comptes d'utilisateurs ayant peu de privilèges en craquant des mots de passe à l'aide de techniques telles que la brute force ou bien en essayant de faire de l'ingénierie sociale. Les attaquants vont exploiter les vulnérabilités identifiées telles que le buffer overflow pour obtenir un accès au niveau route du système cible. Une fois qu'il a obtenu l'accès, l'attaquant va essayer de faire une élévation de privilèges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va ensuite essayer d'élever ses privilèges à des niveaux administrateurs pour effectuer des opérations protégées. L'attaquant va exploiter des vulnérabilités qui existent dans le logiciel et les applications pour élever ses privilèges. Une fois qu'il a eu obtenu son élévation de privilèges, il s'agira maintenant de garder son accès. Donc, on atteint la phase de maintien de l'accès. Donc, pour cela, l'attaquant va veiller à ce que le niveau d'accès élevé soit maintenu pour effectuer des activités malveillantes telles que l'exécution de code malveillant ou bien le vol ou n'importe quel autre type d'activité malveillante. Et à la fin, notre attaquant doit effacer ses traces. Pour cela, une fois qu'il a un accès maintenu, l'attaquant va essayer d'éviter qu'on détecte sa présence. Pour ne pas être détecté, l'attaquant va effacer les entrées qui correspondent à ses activités dans les journaux de log, évitant ainsi d'être détecté par l'utilisateur. Chaque criminel a un certain objectif qu'il entend atteindre. De même, les attaquants peuvent avoir certains objectifs qui les poussent à attaquer des systèmes. Donc là, on va essayer de voir quelques exemples d'objectifs des attaquants système. Le premier objectif, c'est l'obtention de l'accès, tel que nous le voyons ici. Donc, lors d'un piratage, l'attaquant va tenter d'abord d'obtenir l'accès à un système en utilisant les informations obtenues et les failles trouvées dans les mécanismes de contrôle d'accès du système. Une fois que l'attaquant a réussi à accéder au système, il pourra librement effectuer diverses activités malveillantes, telles que le vol de données sensibles, la mise en œuvre d'un sniffer pour capturer le trafic réseau, ou l'infection du système avec des logiciels malveillants. L'attaquant peut ensuite utiliser les techniques telles que le piratage de mots de passe ou l'exploitation de vulnérabilités et des tactiques d'ingénierie sociale pour accéder au système cible. Notre attaquant peut aussi augmenter ses privilèges. Comme on l'avait dit tout à l'heure, on accède généralement à des systèmes avec des privilèges moindres. Donc on va essayer d'augmenter les privilèges administrateurs pour atteindre les privilèges administrateurs afin d'effectuer des opérations système protégées, et afin de pouvoir passer au niveau suivant de la phase de piratage, à savoir l'exécution
de code malveillant, l'attaquant va exploiter les vulnérabilités connues du système pour élever les privilèges du compte utilisateur qu'il utilise. Nous avons aussi l'exécution d'applications. Donc, une fois que l'attaquant dispose des privilèges administrateurs, il peut tenter d'installer des programmes malveillants tels que des chevaux de Troie ou des portes dérobées, des rootkits ou des keyloggers, qui vont lui accorder un accès à distance au système et qui vont lui permettre d'exécuter à distance des codes malveillants. L'installation de toolkit va permettre à l'attaquant d'accéder au niveau du système d'exploitation pour effectuer des activités malveillantes et afin de conserver l'accès pour une utilisation ultérieure. Il peut même installer des backdoors. Notre attaquant peut aussi cacher des fichiers. Pour cela, l'attaquant va utiliser des rootkits et des techniques de stéganographie pour tenter de cacher des fichiers malveillants qu'il installera sur le système et donc il va essayer aussi de cacher leurs activités. Il y a aussi la couverture de traces. Donc pour ne pas être détecté, il est important que l'attaquant efface du système toute preuve de compromission de la sécurité. Pour y parvenir, il peut modifier ou supprimer les journaux du système à l'aide de certains utilitaires d'effacement de journaux, supprimant ainsi toute preuve de sa présence. Alors, nous allons commencer par voir la première phase qui est la phase d'obtention de l'accès. Alors, il faut savoir que lorsque les utilisateurs se connectent à un ordinateur Windows, le système d'exploitation va authentifier les utilisateurs à l'aide de 3 mécanismes ou bien protocoles fournis par Microsoft. Le premier mécanisme, c'est ce qu'on appelle la base de données des gestionnaires de comptes de sécurité ou bien ce qu'on appelle communément la SAM. Windows utilise une base de données qui s'appelle Security Account Manager ou base de données Active Directory pour gérer les comptes d'utilisateurs et les mots de passe au format haché. C'est un hachage unidirectionnel. Ça veut dire que c'est des fonctions irréversibles. Le système va implémenter la base de données SAM en tant que fichier de registre et le noyau Windows obtient et conserve un verrou exclusif sur le système de fichiers, sur le fichier SAM. Comme ce fichier consiste en un verrou du système de fichiers, cela offre une certaine mesure de sécurité pour le stockage des mots de passe. Donc, il faut savoir qu'il n'est pas possible de copier le fichier SAM vers un autre emplacement en cas d'attaque en ligne, étant donné que le système verrouille ce fichier avec un verrou exclusif du système de fichiers. Un utilisateur ne peut pas copier aussi ou déplacer la SAM pendant l'exécution de Windows. Le verrou ne se libère que lorsque le système génère une exception d'écran bleu ou que le système d'exploitation est à l'arrêt. Cependant, pour rendre les hachages de mots de passe disponibles pour les attaques par brute force hors ligne, un attaquant peut vider le contenu du fichier SAM sur le disque à l'aide de diverses techniques. Le fichier SAM utilise une fonction qui s'appelle syskey sous Windows NT et les versions ultérieures. Ceci lui permet de chiffrer partiellement les hachages de mots de passe. Même si les pirates utilisent des techniques de subterfuge pour découvrir le contenu, les clés décryptées avec un hachage unidirectionnel rendent le piratage difficile. De plus, certaines versions disposent d'une clé secondaire, ce qui rend le cryptage spécifique à cette copie du système d'exploitation. Le deuxième mécanisme que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle l'authentification NTLM. Alors, pour NTLM Manager, NTLM est un schéma d'authentification par défaut qui effectue l'authentification à l'aide d'une stratégie basée sur des challenges et des réponses. Parce qu'il ne repose sur aucune spécification de protocole officiel, il n'y a aucune garantie qu'il fonctionne efficacement dans toutes les situations. De plus, il a été utilisé dans certaines installations Windows où il a fonctionné avec succès. L'authentification NTLM se compose de 2 protocoles. Le protocole d'authentification NTLM et le protocole d'authentification LAN Manager, qu'on appelle LM. Ces protocoles utilisent différentes méthodologies de hachage pour stocker les mots de passe des utilisateurs dans la base de données SAM. On va voir maintenant l'authentification Kerberos. Il faut savoir que Kerberos est un protocole d'authentification réseau qui fournit une authentification forte pour les appareils, pour les applications, clients-serveurs, via une cryptographie à clé secrète. Ce protocole fournit une authentification mutuelle dans la mesure où le serveur et l'utilisateur vérifient mutuellement leurs identités. Les messages envoyés via le protocole Kerberos sont protégés contre les attaques par rejeu et les écoutes clandestines. Kerberos utilise le Key Distribution Center, KDC, qui est un tiers de confiance. Celui-ci
se compose de deux parties logiquement distinctes. Un serveur d'authentification AS et un serveur d'octroi de tickets TGS. Kerberos utilise des tickets pour prouver l'identité d'un utilisateur. Microsoft a mis à niveau son protocole d'authentification par défaut vers Kerberos, qui fournit une authentification plus forte pour les applications client-serveur que NTLM. Le système d'exploitation Windows utilise un fichier de base de données qu'on appelle Security Account Manager, communément connu sous le nom de SAM, afin de stocker les mots de passe des utilisateurs. Ce fichier se trouve dans la racine système, dans le sous-répertoire 32, système 32, dans le répertoire config. Windows monte le registre sous la ruche de la base des registres HKLM SAM. Il va stocker les mots de passe hachés, LM ou bien NTLM. NTLM remplace le hachage LM qui est susceptible d'être craqué facilement. Les nouvelles versions de Windows prennent toujours en charge les hashes LM afin de garantir une compatibilité ascendante. Cependant, Vista et les versions ultérieures de Windows ont désactivé le hachage LM par défaut. Le hachage LM est vide dans les versions les plus récentes de Windows. Comme vous le voyez dans la figure, il est remplacé par des étoiles. La sélection de l'option permettant de supprimer le hachage LM permet une vérification supplémentaire lors des opérations de modification de mot de passe, mais n'efface pas immédiatement les valeurs de hachage LM du hash. Le fichier SAM stocke la valeur factice dans sa base de données, qui n'a aucun rapport avec le mot de passe réel de l'utilisateur et est la même pour tous les comptes utilisateurs. Il n'est pas possible de calculer le hachage LM pour les mots de passe qui dépassent une taille de 14 caractères. Ainsi, la valeur du hachage LM est définie pour une valeur factice lorsque les utilisateurs ou un administrateur définit un mot de passe qui a une taille supérieure à 14 caractères. NTLM comprend trois méthodes d'authentification par challenge et réponse. La méthode LM, NTLM version 1 et NTLM version 2, qui utilisent toutes la même technique d'authentification. La seule différence entre eux est le niveau de chiffrement. Dans l'authentification NTLM, le client et le serveur négocient un protocole d'authentification. Ceci est accompli via un fournisseur de support de sécurité qu'on appelle SSP, négocié par Microsoft. Les étapes qu'on va voir maintenant illustrent le processus et le flux d'authentification du client auprès d'un contrôleur de domaine à l'aide de n'importe quel protocole NTLM. Tout d'abord, le client va taper le nom d'utilisateur et le mot de passe dans la fenêtre de connexion et qu'on le voit dans la phase 1. Ensuite, Windows va exécuter le mot de passe via un algorithme de hachage et va générer un hash pour ce dernier qui a été saisi dans la fenêtre de connexion. L'ordinateur client envoie alors une demande de connexion ainsi qu'un nom de domaine au contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine va générer une chaîne de caractères aléatoires de 16 octets qu'on appelle nonce qui va envoyer à l'ordinateur client. L'ordinateur client crypte le nonce avec le 1H du mot de passe utilisateur et le renvoie au contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine va tout simplement récupérer le hash du mot de passe utilisateur à partir de la SAM et va l'utiliser pour chiffrer le nonce. Le contrôleur de domaine va comparer ensuite la valeur chiffrée avec la valeur reçue par le client. Une correspondance des deux valeurs va authentifier le client et la connexion réussit. Il faut savoir que Microsoft a mis à niveau son protocole d'authentification par défaut vers Kerberos, qui fournit une authentification plus forte que NTLM pour les applications client-serveur. Kerberos est un protocole d'authentification réseau qui fournit une authentification forte pour les applications client-serveur via une cryptographie à clé symétrique qui assure une authentification mutuelle. Le serveur et l'utilisateur vont vérifier mutuellement leurs identités. Les messages envoyés via ce protocole sont protégés contre les attaques par gros jeu et les écoutes clandestines. Kerberos utilise le KDC qui est un tiers de confiance et se compose de deux éléments logiquement distincts, un AS et un TGS. Le mécanisme d'autorisation de Kerberos fournit à l'utilisateur un ticket d'octroi de ticket, ce qu'on appelle le PGT, qui sert de post-authentification pour un accès ultérieur à des services spécifiques.
Single Sign-On, via lequel l'utilisateur n'a pas besoin de ressaisir le mot de passe pour accéder aux services autorisés. Notamment, il n'y a pas de communication directe entre les serveurs d'application et le KDC. Les tickets de service, même empaquetés par TGS, parviennent au service uniquement par l'intermédiaire du client qui souhaite y accéder. Le piratage de mots de passe est un processus de récupération de mots de passe à partir des données transmises par un système informatique, où les données y sont stockées. Le but du piratage du mot de passe peut être d'aider un utilisateur à récupérer un mot de passe oublié ou perdu, ou bien il peut se faire à titre préventif par un administrateur système pour vérifier les mots de passe s'ils sont facilement cassables, ou bien pour une utilisation par un attaquant afin d'obtenir un accès non autorisé au système. Il faut savoir que le piratage commence souvent par des tentatives de piratage de mots de passe. Un mot de passe est une information clé nécessaire pour accéder à un système. Par conséquent, la plupart des attaquants utilisent des techniques de piratage de mots de passe pour obtenir un accès non autorisé. L'attaquant peut soit déchiffrer un mot de passe manuellement en le devinant, soit utiliser des outils et techniques automatisés tels que les dictionnaires ou une méthode par brute force. La plupart des techniques de piratage de mots de passe réussissent en raison des mots de passe faibles ou faciles à deviner. Le piratage de mots de passe est l'une des étapes cruciales du piratage système. Les mécanismes de piratage de mots de passe exploitent souvent des moyens, par ailleurs légaux, pour obtenir un accès non autorisé au système, comme la récupération du mot de passe oublié d'un utilisateur. La classification des attaques par mot de passe dépend de l'action de l'attaquant. Généralement, on distingue 4 types. D'abord, les attaques non électroniques. Il s'agit dans la plupart des cas de la première tentative de l'attaquant pour obtenir le mot de passe du système cible. Les attaques non électroniques ou non techniques ne nécessitent aucune connaissance technique en matière de piratage d'exploitation du système. Les techniques utilisées pour ces attaques peuvent inclure le shoulder surfing ou bien l'ingénierie sociale. Les attaques actives en ligne, par contre, concernent l'utilisation des moyens les plus simples pour obtenir un accès non autorisé au système au niveau de l'administrateur. Ici, l'attaquant communique avec la machine cible pour obtenir un accès par mot de passe. Les techniques utilisées pour effectuer les attaques en ligne actives incluent la recherche de mots de passe, les attaques par dictionnaire et par brute force. Le troisième type, c'est les attaques passives en ligne. Une attaque passive est un type d'attaque système qui ne conduit pas à tout changement, pas du tout à un changement dans le système. Dans cette attaque, l'attaquant n'a pas besoin de communiquer avec le système, mais plutôt, il va essayer de surveiller ou d'enregistrer de manière passive les données circulant sur le canal de communication, vers ou bien depuis le système. Les données sont ensuite utilisées pour s'introduire dans le système. Les techniques utilisées pour effectuer les attaques passives en ligne vont inclure le sniffing ou bien les attaques de type man-in-the-middle. Nous avons enfin les attaques hors ligne. Les attaques hors ligne font référence à des attaques par mot de passe dans lesquelles un attaquant tente de récupérer les mots de passe en texte clair à partir d'un vidage d'une table qui contient les hashes de mots de passe. Les attaques hors ligne prennent souvent du temps, mais ont un taux de réussite assez élevé, car les hashes de mots de passe peuvent être inversés en raison de leur petit espace de clé et de leur courte longueur. L'attaquant utilise les hashes précalculés à partir des tables qu'on appelle Rainbow Table pour effectuer des attaques réseau hors ligne et distribuées. Nous allons commencer par voir en détail les attaques non électroniques ou bien non techniques, qui ne nécessitent, comme on l'a dit précédemment, aucune connaissance technique des méthodes d'intrusion dans le système. Nous allons voir 3 types d'attaques non électroniques, à savoir, en premier lieu, l'ingénierie sociale. En sécurité informatique, l'ingénierie sociale est utilisée pour désigner un type non technique d'intrusion qui exploite le comportement humain. Généralement, cela repose fortement sur l'interaction humaine et implique souvent d'inciter d'autres personnes à enfreindre des procédures de sécurité normales. Quelqu'un qui fait de l'ingénierie sociale va lancer en quelque sorte un jeu d'escroquerie
pour briser les procédures de sécurité. Par exemple, l'attaquant utilisant l'ingénierie sociale pour pouvoir pénétrer dans un réseau informatique pourrait tenter d'obtenir la confiance de l'utilisateur autorisé à accéder au réseau cible. Ensuite, il va extraire des informations pour compromettre la sécurité du réseau. L'ingénierie sociale est en fait une méthode utilisée pour obtenir des informations confidentielles en trompant ou en influençant les gens. Un attaquant peut se déguiser en utilisateur ou en administrateur système pour obtenir le mot de passe de l'utilisateur. Les ingénieurs sociaux exploitent le fait que les gens en général tentent de construire des relations amicales, relations avec leurs amis et collègues, et ont tendance à être serviables et confiants. Un autre trait de l'ingénierie sociale repose sur l'incapacité des individus à suivre le rythme d'une culture qui repose fortement sur les technologies de l'information. La plupart des gens ignorent la valeur des informations qu'ils possèdent, et à ce titre, seuls quelques-uns se soucient de la protection de leurs informations. L'ingénieur social fouille généralement les bennes à ordures pour acquérir des informations précieuses. En outre, l'ingénieur social trouve plus difficile d'obtenir la combinaison d'un coffre-fort qu'un casier d'un club de santé. Par rapport au cas d'un mot de passe, la meilleure défense consiste à éduquer, former et sensibiliser à cette attaque et à la valeur de l'information. La deuxième catégorie qu'on verra, c'est le shoulder surfing. Alors, ou bien ce qu'on appelle en français le surf sur l'épaule. C'est une technique de vol de mots de passe qui se fait en survolant les utilisateurs légitimes et en les regardant saisir leur mot de passe. Dans ce type d'attaque, l'attaquant va observer le clavier ou l'écran de l'utilisateur lors de sa connexion. Et il va surveiller ce à quoi l'utilisateur fait référence lorsqu'il saisit son mot de passe. Par exemple, un objet sur son bureau, pour les mots de passe, écrits ou bien des mnémoniques. Cependant, cette attaque ne peut être effectuée que lorsque l'attaquant se trouve à proximité immédiate de la cible, ou bien s'il a une vue directe sur la cible. Cette attaque peut également être menée dans des files d'attente, des épiceries. Par exemple, lorsqu'une victime potentielle glisse une carte de débit et saisit le code PIN, donc le numéro d'identification personnelle requis. Un code PIN comporte généralement 4 chiffres, ce qui rend l'attaque très facile à réaliser. Le dernier type qu'on verra dans les attaques non techniques, c'est le dumpster diving, ou bien ce qu'on appelle la plongée dans les poubelles. C'est une méthode d'attaque qui utilise les défaillances importantes dans la sécurité informatique du système cible, les informations sensibles dont les gens ont besoin, ou bien qu'elles protègent et qu'elles sécurisent avec dévouement, peuvent être consultées par presque tout le monde ou toute personne désireuse d'effectuer une fouille des ordures. Fouiller les poubelles est un type d'attaque très peu coûteuse, avec de nombreuses conséquences. La plongée dans les poubelles était très populaire dans les années 80. Le terme lui-même fait référence à la collecte d'informations générales provenant des décharges telles que les poubelles, les conteneurs qui se trouvent dans les rues et les bennes à ordures. Aujourd'hui encore, les attaquants curieux ou malveillants trouvent parfois des médias abandonnés contenant des fichiers de mots de passe, des manuels, des rapports, des reçus, des numéros de carte de crédit ou des documents sensibles. L'examen des déchets provenant des décharges peut aider les attaquants à obtenir un accès non autorisé au système cible, et il existe de nombreuses preuves à l'appui de ce concept. Le personnel d'assistance supprime souvent les informations sensibles sans se soucier de savoir qui pourrait y accéder plus tard. Les informations ainsi recueillies peuvent ensuite être utilisées par des attaquants pour réaliser d'autres types d'attaques, comme l'ingénierie sociale. On passe maintenant vers les attaques en ligne actives. On va commencer par l'attaque par dictionnaire. Dans ce type d'attaque, un fichier de dictionnaire est chargé dans une application de craquage de mots de passe qui s'exécute sur les comptes utilisateurs. Le dictionnaire est un fichier texte contenant plusieurs mots du dictionnaire couramment utilisés comme mot de passe. Le programme utilise chaque mot présent dans le dictionnaire pour trouver le mot de passe. En plus d'un dictionnaire standard, le dictionnaire des attaquants contient des entrées avec des chiffres et des symboles ajoutés aux mots. Par exemple, 3 décembre, point d'exclamation 962. Le simple mouvement de doigt sur le clavier, tel que QWER, à cause du début du clavier QWERTY, 0987, dont beaucoup pensent qu'ils produisent des mots de passe aléatoires et sécurisés, sont ainsi inclus dans de tels dictionnaires. Les attaques par dictionnaire sont plus utiles que les attaques par force brute. Cependant, les premières ne peuvent pas être effectuées dans les systèmes utilisant des phrases secrètes,
cette attaque est applicable uniquement dans deux situations. D'abord en cryptanalyse, pour découvrir la clé de déchiffrement permettant d'obtenir le texte en clair à partir d'un texte chiffré, et en sécurité informatique, pour contourner l'authentification et accéder au mécanisme de contrôle de l'ordinateur en devinant les mots de passe. Il existe des méthodes pour améliorer le succès d'une attaque par dictionnaire. D'abord, l'utilisation de plusieurs dictionnaires, tels que dictionnaire technique, dictionnaire étranger, qui va augmenter le nombre de possibilités. En deuxième lieu, l'utilisation de la manipulation de chaînes avec le dictionnaire. Par exemple, si le dictionnaire contient le mot système, la manipulation de chaînes crée des anagrammes comme MET6, parmi lesquels on peut trouver aussi d'autres techniques. Deuxième type d'attaque, c'est l'attaque par brute force. Lors d'une attaque par brute force, les attaquants essayent chaque combinaison de caractères jusqu'à ce que le mot de passe soit cassé. Les algorithmes cryptographiques doivent être suffisamment renforcés pour empêcher une attaque par brute force, ce qui est défini par le RSA comme la recherche exhaustive par clé ou recherche par brute force et la technique de base pour essayer tour à tour toutes les clés possibles jusqu'à ce que la bonne clé soit trouvée et identifiée. Une attaque par force brute se produit lorsque quelqu'un essaye de produire chaque clé de cryptage des données afin de détecter les informations nécessaires. Même aujourd'hui, seuls ceux disposant d'une puissance de traitement suffisante peuvent mener à bien ce type d'attaque. La cryptanalyse est une attaque par force brute contre le chiffrement, qui utilise une recherche dans l'espace des clés. En d'autres termes, tester toutes les clés possibles est l'une des tentatives visant à récupérer le texte en clair utilisé pour produire un texte chiffré particulier. La détection d'une clé ou d'un texte en clair plus rapide qu'une attaque par brute force est un moyen de briser le chiffre. Un chiffre est sécurisé s'il n'existe aucune méthode pour le briser autre qu'une attaque par brute force. En général, tous les chiffrements manquent de preuves mathématiques de sécurité. Si l'utilisateur choisit des clés au hasard ou effectue une recherche aléatoire, le texte en clair deviendra disponible en moyenne après que le système aura essayé la moitié de toutes les clés possibles. Certaines des considérations relatives aux attaques par brute force sont les suivantes. D'abord, c'est un processus qui prend du temps. Deuxièmement, tous les mots de passe finiront par être retrouvés. Troisième type d'attaque, c'est une attaque basée sur les règles. Les attaquants utilisent ce type d'attaque lorsqu'ils obtiennent des informations sur le mot de passe. Il s'agit d'une attaque plus puissante que les attaques par dictionnaire et par brute force, car le pirate connaît le type de mot de passe. Par exemple, si l'attaquant sait que le mot de passe contient un nombre de 2 ou 3 chiffres, il peut utiliser certaines techniques spécifiques pour extraire rapidement le mot de passe, en obtenant des informations utiles, telles que la méthode avec laquelle les chiffres et ou les caractères spéciaux ont été utilisés, et la longueur du mot de passe. Les attaquants peuvent minimiser le temps nécessaire pour déchiffrer le mot de passe et ainsi améliorer l'outil de piratage. Cette technique implique la brute force, un dictionnaire et des attaques de syllabes. Pour les attaques de piratage de mots de passe en ligne, un attaquant utilisera parfois une combinaison de brute force et d'un dictionnaire. Cette combinaison entre dans des catégories d'attaques hybrides et de craquage de mots de passe syllabiques. On va commencer d'abord par l'attaque hybride. Ce type d'attaque dépend de l'attaque par dictionnaire. Souvent, les gens changent le mot de passe simplement en ajoutant quelques chiffres à leurs anciens mots de passe. Dans ce cas, le programme ajouterait les chiffres et des symboles au mot du dictionnaire pour tenter de déchiffrer le mot de passe. Par exemple, si l'ancien mot de passe est système, il est alors facile que la personne le change en ajoutant 1 ou 2. Ça deviendra système 1 ou système 2. La syllabe l'attaque. Dans ce cas, les pirates utilisent cette technique de craquage lorsque les mots de passe ne sont pas des mots connus. Les attaquants utilisent le dictionnaire et d'autres méthodes pour les pirater, ainsi que tous les moyens possibles, ou bien en faisant des combinaisons entre eux. Toujours dans les attaques actives, nous avons une attaque qui consiste à deviner le mot de passe. Il faut savoir que la recherche de mot de passe est une technique de piratage qui consiste à tenter de se connecter manuellement au système cible avec différents mots de passe. Deviner est l'élément clé du craquage manuel de mots de passe. L'attaquant va créer une liste de tous les mots de passe possibles à partir des informations qu'il a collectées via l'ingénierie sociale ou toute autre méthode, et il va les essayer manuellement sur la machine de la victime pour déchiffrer le bon mot de passe. Voici les étapes à suivre pour deviner un mot de passe.
D'abord, trouver un utilisateur valide, créer une liste de mots de passe probables, classer les mots de passe de probabilité élevée à faible, saisir chaque mot de passe jusqu'à ce que le mot de passe correct soit découvert. Les pirates peuvent pirater les mots de passe manuellement ou en utilisant des outils. Les méthodes et les algorithmes automatisés. Ils peuvent également automatiser le piratage de mots de passe à l'aide d'une simple boucle for, créer un fichier de script qui va essayer chaque mot de passe d'une liste. Ces techniques sont toujours considérées comme du craquage manuel. Le taux d'échec de ce type d'attaque est très élevé. Il faut savoir qu'il existe aussi des algorithmes manuels de craquage de mots de passe. Donc, dans sa forme la plus simple, cet algorithme peut automatiser la recherche de mots de passe à l'aide d'une simple boucle for. Un attaquant peut créer un simple fichier texte avec des noms d'utilisateurs et des mots de passe et il va faire des itérations à l'aide de cette boucle. La boucle for principale peut extraire les noms d'utilisateurs et les mots de passe du fichier texte qui sert de dictionnaire car il parcourt chaque ligne. Alors, les mots de passe par défaut sont des mots de passe qui sont fournis par les fabricants avec de nouveaux équipements. Par exemple, les commutateurs, les hubs, ou bien les routeurs. Habituellement, les mots de passe par défaut fournis par les fabricants d'appareils sont protégés par des mots de passe qui permettent à l'utilisateur d'accéder à l'appareil lors de la configuration initiale, puis de modifier ces mots de passe. Cependant, il arrive souvent qu'un administrateur oublie de définir le mot de passe ou, tout simplement, ignore la recommandation de changement de mot de passe et continue à utiliser le mot de passe d'origine. Les attaquants peuvent exploiter cette faille et trouver le mot de passe par défaut de l'appareil cible sur les sites web des fabricants ou à l'aide d'outils en ligne affichant les mots de passe par défaut pour accéder avec succès à l'appareil cible. Les attaquants utilisent les mots de passe par défaut dans la liste des mots de passe ou dans le dictionnaire qu'ils utilisent pour effectuer des attaques leur permettant de deviner le mot de passe. Voici quelques outils qui permettent la recherche de mots de passe par défaut. Par exemple, OpenSes.me, CIRT.net ou bien DefaultPassword.us. Une autre approche consiste à utiliser les keyloggers, les spyware ou les chevaux de Troie. Alors, un cheval de Troie est un programme qui se fait passer pour une application inoffensive. Donc, le logiciel semble initialement remplir une fonction souhaitable ou bénigne, mais vole des informations ou endommage le système. Avec un cheval de Troie, les attaquants peuvent accéder à distance et effectuer diverses opérations limitées par les privilèges de l'utilisateur sur l'ordinateur cible. Les logiciels espions sont un type de malware que les attaquants installent sur un ordinateur pour recueillir secrètement des informations sur ses utilisateurs à son insu. Les logiciels espions se cachent de l'utilisateur et peuvent être difficiles à détecter. Un keylogger, par contre, est un programme qui enregistre toutes les frappes de l'utilisateur à son insu. Les enregistreurs de frappes envoient le journal de frappe de l'utilisateur à la machine d'un attaquant ou le cachent dans la machine de la victime pour une récupération ultérieure. L'attaquant examine ensuite le journal pour trouver les mots de passe ou d'autres informations utiles susceptibles de compromettre le système. Un attaquant installe un cheval de Troie, un spyware ou un keylogger sur la machine de la victime pour collecter les noms d'utilisateurs, les mots de passe. Ces programmes s'exécutent en arrière-plan et renvoient toutes les informations d'identification des utilisateurs à l'attaquant. Par exemple, un enregistreur de frappe sur l'ordinateur d'une victime peut révéler le contenu sur tous les emails des utilisateurs. Sur l'image que vous voyez ici illustre le scénario décrivant comment un attaquant obtient un accès par mot de passe à l'aide d'un cheval de Troie, d'un spyware ou d'un keylogger. Une autre approche, on est toujours dans les attaques actives en ligne, c'est le hash injection ou bien ce qu'on appelle pass the hash. Alors, ce type d'attaque est possible lorsque le système cible utilise une fonction de hachage dans le cadre du processus d'authentification pour authentifier ses utilisateurs. Généralement, le système stocke les valeurs de hash des informations d'identification dans la base de données ou bien le fichier SAM sur un ordinateur Windows. Dans de tels cas, le serveur va calculer la valeur du hachage des informations d'authentification soumises par l'utilisateur ou permet à l'utilisateur de saisir directement la valeur de hachage. Le serveur le vérifie ensuite par rapport à la valeur de hash stockée pour l'authentification.
Les attaquants vont exploiter de tels mécanismes d'authentification et exploitent d'abord le serveur cible pour récupérer le hachage des bases de données SAM. Ils saisissent ensuite les hashes acquis directement dans le mécanisme d'authentification pour s'authentifier avec des hashes précalculés volés de chez l'utilisateur. Ainsi, lors d'une attaque par injection de hash via PTH, les attaquants injectent un hash LAN-MAN LM ou NTLM compromis dans une session locale, puis utilisent le hash pour s'authentifier auprès des ressources réseau. Tout serveur ou service exécuté sous Windows, Unix ou tout autre système d'exploitation utilisant l'authentification NTLM ou LM est sensible à cette attaque. Cette attaque peut être lancée sur n'importe quel système d'exploitation, mais Windows pourrait être plus vulnérable en raison de sa fonctionnalité d'authentification unique, ce qu'on appelle le SSO. Il stocke les mots de passe dans le système et permet aux utilisateurs d'accéder à toutes les ressources avec une connexion unique. Différentes techniques sont utilisées pour réaliser une attaque par injection de hash. Alors, d'abord, l'attaquant tente de compromettre les privilèges administrateurs pour capturer les valeurs de cache, de hachage de mots de passe de l'utilisateur à partir de la base de données des comptes utilisateurs local ou SAM. Cependant, l'utilisation hors ligne de ces hachages mis en cache peut être restreinte par l'administrateur réseau. Par conséquent, cette approche n'est pas toujours réalisable. Deuxièmement, l'attaquant supprime les hashes de mots de passe de la base de données des comptes d'utilisateurs locaux ou SAM pour récupérer les hachages de mots de passe des utilisateurs locaux et accéder aux comptes administrateurs pour compromettre d'autres systèmes connectés. Troisièmement, l'attaquant capture les messages de challenge réponse LM ou NTLM entre le client et les serveurs pour extraire les hashes chiffrés par brute force. Quatrièmement, l'attaquant récupère les identifiants des utilisateurs locaux ainsi que ceux appartenant au domaine de sécurité depuis le processus Windows ISAS.exe. Alors, le hacker mène cette attaque en mettant en œuvre 5 étapes suivantes. D'abord, le pirate informatique compromet un poste de travail ou un serveur à l'aide d'un exploit local ou distant. Ensuite, il va extraire les hashes stockés à l'aide d'outils tels que passworddump7 bien Mimikatz et il va trouver un hash de compte d'administrateur de domaine. Ensuite, notre pirate informatique va utiliser des outils tels que Mimikatz pour placer l'un des hashes récupérés dans son processus ISAS.exe local. Puis il va utiliser le hash pour se connecter à n'importe quel système, contrôleur de domaine, avec les mêmes informations d'identification. Le pirate va extraire tous les hachages de la base de données Active Directory et peut désormais compromettre n'importe quel compte du domaine. Alors, toujours dans les attaques actives, nous avons l'attaque LLMNR ou bien MBTNS Poisoning. Alors, le LLMNR pour Link Local Multicast Name Resolution et NBTNS pour NetBIOS Name Services sont deux éléments principaux du système d'exploitation Windows qui sont utilisés pour effectuer la résolution de noms pour les autres présents sur le même lien. Ces services sont activés par défaut dans le système d'exploitation Windows. Lorsque le serveur DNS ne parvient pas à résoudre les requêtes de nom, l'hôte va effectuer une diffusion UDP non authentifiée, demandant à tous les hosts si quelqu'un possède un nom, le nom qu'il cherche. Comme l'hôte qui tente de se connecter suit un processus de diffusion non authentifié, il devient facile pour un attaquant d'écouter passivement un réseau de diffusion LLMNR sur le port UDP 5355 et NBTNS sur le port UDP 137 et de répondre à la requête en faisant semblant de le faire. En d'autres termes, en faisant semblant d'être le host cible. Après avoir accepté une connexion avec un host, l'attaquant peut utiliser des outils tels que Responder.p ou Metasploit pour transmettre la demande à un serveur malveillant. Par exemple en utilisant le TCP/137 afin d'effectuer un processus d'authentification. Au cours du processus d'authentification, l'attaquant va envoyer un hash NTLM version 2 au serveur malveillant, obtenu auprès de l'hôte tentant de s'authentifier. Ce hash est stocké sur un disque et peut être craqué à l'aide d'outils de craquage de hash en hors ligne, tels que Hashcat ou John the Ripper. Une fois piraté,
Ces informations d'identification peuvent être utilisées pour se connecter et accéder au système hôte légitime. Alors, les étapes qui sont impliquées dans l'empoisonnement LLMNR ou NBTNS. Donc, l'utilisateur va envoyer une demande de connexion au système de partage de données, par exemple, Data Server, qu'il a tapé il a tapé par erreur DTA SERVR. Alors, le Data Server répond à l'utilisateur en indiquant qu'il ne connaît pas l'autre nommé DTA SERVR. L'utilisateur va effectuer ensuite une diffusion LLMNR et NBTNS pour savoir si quelqu'un sur le réseau connaît le nom d'hôte DTA SERVR. L'attaquant répond à l'utilisateur en disant qu'il s'agit de Data Server. Il va accepter le hash NTLM version 2 de l'utilisateur et il va répondre à l'utilisateur avec une erreur. Alors, il y a des outils qu'on peut utiliser, notamment l'outil Responder. Alors, Responder est un outil d'empoisonnement LLMNR et NBTNS et MDNS. Il répond aux requêtes NBTNS, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, NetBIOS Name Services, de manière spécifique en fonction de leur suffixe de nom. Par défaut, l'outil répond uniquement à une demande de service du serveur de fichiers destiné à SMB. Comme le montre la capture d'écran que vous voyez ici, les attaquants utilisent l'outil Responder pour extraire des informations telles que la version du système d'exploitation, du système cible, la version du client, l'adresse IP du client NTLM, le nom d'utilisateur NTLM et le hash de mot de passe. Alors, une autre attaque active en ligne pour la récupération de mots de passe, c'est ce qu'on appelle l'attaque monologue interne. Elle est similaire à l'attaque effectuée à l'aide de Mimikatz. Sauf que la zone mémoire du processus LCASS, pour Local Security Authority Subsystem Services, n'est pas valide, n'est pas vidée. Évitons ainsi que Windows Credential Guard et l'antivirus ne détectent une alarme. Il faut savoir que Mimikatz est un outil de post-exploitation, grâce auquel les attaquants peuvent extraire des mots de passe en clair, des tickets Kerberos et des hashes NTLM à partir de la mémoire du processus LCASS. Donc, les attaquants vont utiliser Mimikatz pour récupérer des informations d'identification des utilisateurs dans la mémoire de ce processus. Et les informations acquises vont les aider à effectuer des mouvements latéraux dans la phase de post-exploitation. Une attaque monologue interne est généralement effectuée dans un environnement sécurisé où Mimikatz ne peut pas être exécuté. Dans cette attaque, utilisant l'interface SSPI, Security Support Provider Interface, à partir d'une application en mode utilisateur, un appel de procédure locale du package d'authentification NTLM est invoqué pour calculer la réponse net NTLM dans le contexte de l'utilisateur connecté. Donc, les étapes pour effectuer une attaque monologue interne se déclinent comme suit. D'abord, l'attaquant va désactiver le contrôle de sécurité de net NTLM version 1 en modifiant les valeurs de LM Compatibility Level, tel que vous le voyez à ce niveau-là. Attendez. Voilà. Tel que vous le voyez à ce niveau-là. Ensuite, l'attaquant va extraire tous les jetons de connexion hors réseau de tous les processus actifs pour se faire passer pour un utilisateur légitime. Donc là. Ensuite, l'attaquant va interagir localement avec NTLM SSP pour chaque utilisateur masqué afin d'obtenir une réponse NTLM version 1 au challenge choisi dans le contexte de sécurité de cet utilisateur. Désormais, l'attaquant va restaurer le LM Compatibility Level et le NTLM Min Client Security et Restrict Sending NTLM Traffic à leur valeur réelle. Ensuite, l'attaquant va utiliser les tables Rainbow pour déchiffrer le hash NTLM des réponses qu'il a capturées. Et enfin, l'attaquant va utiliser les hashes piratés pour obtenir un accès au niveau du système.
On atteint maintenant un niveau un peu plus élevé, c'est ce qu'on appelle le crack de mot de passe Kerberos. Il faut savoir que Kerberos est un protocole d'authentification le plus couramment utilisé pour les entités réseau. En raison de son acceptation généralisée, il est sensible à diverses attaques. Donc les attaquants ont développé diverses méthodes pour pirater Kerberos et exploiter ses vulnérabilités, pour déchiffrer les mots de passe faibles, injecter des codes malveillants et obtenir des informations sur l'infrastructure réseau et diverses entités du réseau. Donc les attaquants ciblent les protocoles d'authentification Kerberos de deux manières, à savoir en craquant le TGS, connu sous le nom de Kerberoasting, et en craquant le TGT, connu sous le nom d'AS Rep Roasting. Alors, on va commencer par l'AS Rep Roasting, ce qu'on appelle le cracking de TGT. Alors, dans cette attaque, les attaquants demandent un ticket d'authentification TGT au KDC, sous la forme d'un paquet AS Request. Si le compte utilisateur existe, le KDC répond avec un TGT chiffré, avec les informations d'identification du compte. Cela permet aux attaquants de recevoir un ticket crypté qui peut ensuite être enregistré hors ligne et piraté pour obtenir le mot de passe. Les attaquants peuvent effectuer ce type d'attaque à la fois activement et passivement. Dans un scénario actif, les attaquants génèrent un message AS REP pour l'utilisateur, tandis que dans les scénarios passifs, les attaquants observent un message AS REP. Dans l'authentification Kerberos, le mode de pré-authentification est activé par défaut et est conçu pour empêcher les attaques hors ligne en devinant les mots de passe. Par conséquent, pour effectuer une attaque AS Rep Roasting, les attaquants doivent identifier les comptes d'utilisateurs dans le mode de pré-authentification et désactiver, c'est-à-dire que le compte utilisateur doit être défini sur ne pas nécessiter l'authentification que Kerberos. Les attaquants utilisent des outils tels que Rubeus pour effectuer les attaques de roasting AS REP. Les étapes suivantes sont impliquées dans l'AS Rep Roasting, à savoir la première phase plutôt, c'est l'attaquant va identifier un compte utilisateur avec l'option de pré-authentification désactivée. Ensuite, au nom de l'utilisateur, l'attaquant va demander un ticket d'authentification TGT au contrôleur du domaine. Au contrôleur KDC, pardon. Le contrôleur de domaine va vérifier le compte utilisateur et va répondre avec un TGT crypté avec des informations d'identification du compte. L'attaquant va stocker le TGT hors ligne et il va le déchiffrer pour extraire le mot de passe du compte utilisateur et accéder davantage à l'identité réseau. Dans notre cas, on a pris un serveur d'application. Alors, la deuxième attaque, c'est le Kerberoasting, ce qu'on appelle le cracking du TGS maintenant, non pas du TGT comme tout à l'heure. Donc, dans cette attaque, les attaquants demandent un TGS pour un nom principal du service SPM, du compte de service qu'ils vont cibler. Cette demande est adressée au contrôleur de domaine à l'aide d'un ticket d'authentification d'utilisateur du domaine TGT valide. C'est-à-dire que vous devez avoir au préalable votre TGT. Le contrôleur de domaine n'a aucun enregistrement. Si l'utilisateur a accédé aux ressources réseau, il recherche simplement le SPM dans Active Directory et répond en outre avec un ticket crypté en utilisant un compte de service lié au SPM. Le type de chiffrement utilisé pour le ticket de service ST demandé est RC4 HMAC MD5. Ce qui indique que pour chiffrer le ST, le hash de mot de passe NTLM est utilisé. Pour pirater le ST, les attaquants exportent le ticket TGS de la mémoire et les enregistrent hors ligne sur le système local. De plus, les attaquants utilisent différents hashages NTLM pour pirater le ST, et ce en craquant avec succès les mots de passe du compte de service. Alors, les attaquants utilisent des outils tels que Kerberoast pour effectuer des attaques de Kerberoasting sur l'authentification Kerberos. Les étapes suivantes sont impliquées dans tout ce qui est Kerberoasting. D'abord,
Au nom de l'utilisateur, l'attaquant demande un ticket d'authentification TGT au contrôleur de domaine et au KDC. Le contrôleur de domaine vérifie le compte d'utilisateur et répond avec un message crypté TGT. Avec un ticket d'authentification utilisateur TGT valide, l'attaquant va demander le TGS. Le contrôleur de domaine vérifie le TGT et répond avec le ticket TGS. L'attaquant stocke le ticket TGS hors ligne et le déchiffre pour extraire le mot de passe du compte de service et accéder à davantage à l'entité réseau. Et dans notre cas, c'est un serveur d'application. Toujours avec nos attaques actives en ligne, nous allons voir maintenant l'attaque Pass the Ticket. Ceci est une technique utilisée pour authentifier un utilisateur auprès d'un système qui utilise des tickets Kerberos, sans fournir le mot de passe de l'utilisateur. Donc l'authentification par Kerberos permet aux utilisateurs d'accéder aux services fournis par des serveurs distants, sans avoir besoin de fournir des mots de passe pour chaque service demandé. Pour effectuer cette attaque, l'attaquant dump les tickets Kerberos des comptes légitimes à l'aide d'outils de dumping d'informations d'identification. TGT ou TS peuvent être capturés en fonction du niveau d'accès autorisé à un client. Ici, ST permet à des ressources spécifiques et le TGT est utilisé pour envoyer une demande au TGS pour que ST puisse accéder à tous les services auxquels le client a été autorisé à accéder. Les tickets Silver sont capturés pour les ressources qui utilisent Kerberos pour l'authentification des processus et peuvent être utilisés pour créer des tickets pour appeler un service spécifique et accéder au système qui offre le service. Par contre, les Golden Tickets sont capturés pour le domaine avec le hashage KDS, KRBTGT, NTLM qui permet la création de TGT pour n'importe quel profil dans Active Directory. Les attaquants lancent des attaques Pass the Ticket, soit en volant les ST et les TGT sur la machine de l'utilisateur final ou en l'utilisant pour se déguiser en utilisateur valide, soit en volant le ST-TGT sur un AS compromis. Après avoir obtenu l'un de ces deux tickets, un attaquant peut obtenir un accès non autorisé au service réseau et rechercher les autorisations supplémentaires et les données critiques. Les attaquants utilisent des outils tels que Mimikatz, Rubeus ou d'autres pour lancer des attaques Pass the Ticket. Alors, il existe d'autres types d'attaques actives en ligne. On va citer à titre d'exemple les attaques combinatoires. Dans une attaque par combinateur, les attaquants combinent des entrées du premier dictionnaire avec celles du deuxième dictionnaire. La liste d'entrées résultante peut être utilisée pour produire des noms complets et des mots composés. Les attaquants utilisent cette liste de mots pour déchiffrer un mot de passe sur le système cible et obtenir un accès non autorisé au fichier système. Alors, pour faire cette attaque, généralement, on va commencer par trouver un utilisateur cible valide. On va créer notre propre dictionnaire ou télécharger 2 dictionnaires de listes de mots de passe différents à partir de sources en ligne. On va créer une liste de mots finaux en fusionnant les entrées de 2 dictionnaires distincts. Par exemple, si le premier dictionnaire contient 100 mots et que le deuxième contenait 70, le dictionnaire composé contiendra le produit des deux, ce qui donne 7000 mots. Ensuite, on va utiliser un outil automatisé tel que Hashcat pour déchiffrer le mot de passe de l'utilisateur cible. L'attaquant utilise cette technique de cracking de mot de passe quand une phrase de mot aléatoire est utilisée comme procédure de génération de mot de passe par défaut. Une autre technique, c'est ce qu'on appelle le fingerprinting attack. Alors, lors d'une attaque par empreinte digitale, la phrase secrète est décomposée en empreintes digitales composées de combinaisons de caractères simples et multiples que l'utilisateur cible peut choisir comme mot de passe. Par exemple, pour un mot qui s'appelle password, cette technique créera les empreintes digitales P, A, S, S, ainsi de suite. Ensuite, l'empreinte PA, SS, WO, RD, etc. Les attaquants effectuent généralement cette attaque pour déchiffrer les mots de passe complexes tels que pass-10. Pour effectuer cette attaque, les attaquants créent une liste de hash de mots de passe unique à partir d'une base de données de hachage de mots de passe divulgués. Puis, effectuent une attaque par force brute pour obtenir une liste de mots et lancer ensuite l'attaque par empreinte digitale. La troisième attaque qu'on verra, c'est ce qu'on appelle la Prince Attack.
Alors, c'est une attaque de probability infinite chained element. Alors, c'est une version avancée d'une attaque combinatoire dans laquelle, au lieu de prendre des entrées de dictionnaires différents, les attaquants utilisent un seul dictionnaire d'entrée pour créer des chaînes de mots combinés. Cette chaîne peut contenir 1 à n mots du dictionnaire d'entrée concaténés pour former une chaîne de mots. Par exemple, si la longueur des caractères à deviner est de 5, alors les combinaisons suivantes sont créées à partir du dictionnaire d'entrée. Donc, un mot de 5 lettres, c'est un mot de 3 lettres plus un mot de 2 lettres, un mot de 2 lettres plus un mot de 3 lettres, un mot de 1 lettre plus un mot de 4 lettres, etc. Alors, maintenant, on va voir la toggle case attack. Dans cette attaque, les attaquants essaient toutes les combinaisons possibles de majuscules et minuscules d'un mot présent dans le dictionnaire d'entrée. Par exemple, si un mot dans le dictionnaire d'entrée est X, Y, Z, l'ensemble des combinaisons générées, ça va être X majuscule, Y, Z, X, Y majuscule, Z minuscule, X, le tout majuscule, etc. Le taux de réussite de cette attaque est faible pour les raisons suivantes. D'abord, si les utilisateurs utilisent des lettres majuscules, ils les utilisent soit en premier lieu, soit entre les mots. Dans d'autres cas, les utilisateurs utilisent un nombre de lettres majuscules inférieur ou égal à celui des lettres minuscules. La dernière attaque qu'on verra, c'est ce qu'on appelle la Markov Chain Attack. Dans cette attaque, l'attaquant récolte la base de données des mots de passe et divise chaque entrée de mot de passe en syllabes de 2 ou 3 caractères, ce qu'on appelle 2 grammes et 3 grammes. Ceci va générer un nouvel alphabet qui est ensuite mis en correspondance avec la base de données de mots de passe existant. Dans la phase initiale de cette attaque, les attaquants définissent un paramètre de seuil pour les occurrences des éléments. Et seules les lettres présentes dans le nouvel alphabet qui sont apparues au moins le nombre minimum de fois sont sélectionnées. De plus, cette technique combine les lettres sélectionnées en mots d'une longueur maximale de 8 caractères, puis une attaque par dictionnaire est effectuée pour déchiffrer le mot de passe cible. On passe maintenant vers les attaques passives. Nous allons commencer par ce qu'on appelle le wire sniffing ou bien le sniffing filler. Alors, le sniffing de paquets est une forme de détection sur les câbles ou l'écoute électronique dans laquelle les pirates informatiques essayent de sniffer des informations d'identification pendant le transit en capturant des paquets Internet. Les attaquants utilisent rarement des renifleurs pour effectuer ce type d'attaque. Grâce au sniffing de paquets, un attaquant peut obtenir des mots de passe d'applications telles que les messageries électroniques, les sites web, SMB, FTP, les sessions de connexion à tout ce qui est SQL. Alors que les sniffers fonctionnent en arrière-plan, la victime ne se rend pas compte que le sniffing est en cours. Lorsque les sniffers rassemblent des paquets au niveau de la couche liaison de données, ils peuvent récupérer tous les paquets sur le réseau local de la machine exécutant le programme de sniffing. Cette méthode est relativement difficile à mettre en œuvre et informatiquement compliquée. En effet, un réseau doté d'un hub implémente un support de diffusion que tous les systèmes partagent sur le réseau local. Le LAN envoie les données à toutes les machines qui y sont connectées. Si un attaquant exécute un sniffer sur un système du réseau local, il peut collecter les données envoyées vers et depuis n'importe quel autre système sur le réseau local. La majorité des outils de sniffing sont parfaitement adaptés pour détecter les données dans un environnement hub. Ces outils sont des renifleurs passifs, car ils attendent passivement le transfert de données avant de capturer les informations. Ils sont efficaces pour collecter imperceptiblement des données à partir du réseau local. Les données capturées peuvent inclure des mots de passe envoyés au système distant lors des sessions FTP, de connexion et mail électronique. L'attaquant utilise ces informations d'identification reniflées pour obtenir un accès non autorisé au système cible. Il existe une variété d'outils disponibles sur Internet pour le câblage passif et le reniflement. Alors, une autre approche passive, c'est ce qu'on appelle le man in the middle et le replace attack. Alors, lorsque deux parties communiquent, une attaque de l'homme du milieu, ce qu'on appelle man in the middle, peut avoir lieu, dans laquelle un tiers intercepte une communication entre deux parties à leur insu. Le tiers va écouter le trafic et le transmet ensuite. Pour ce faire, l'homme du milieu doit renifler simultanément les deux côtés de la connexion. Lors d'une attaque man in the middle, l'attaquant acquiert l'accès aux canaux de communication entre la victime et le serveur pour extraire les informations. Ce type d'attaque est souvent utilisé dans les technologies Telnet et sans fil.
il n'est pas facile de mettre en œuvre de telles attaques en raison des numéros de séquence TCP et de la vitesse de communication. Cette méthode est relativement difficile à mettre en œuvre et peut parfois être interrompue en invalidant le trafic. Lors d'une replay attaque, les paquets et les jetons d'authentification sont capturés à l'aide d'un sniffer. Une fois les informations pertinentes extraites, les jetons sont emplacés sur le réseau pour y accéder. L'attaquant utilise ce type d'attaque pour rejouer les transactions bancaires ou des types similaires de transfert de données, dans l'espoir de reproduire et ou de modifier des activités, telles que le dépôt ou des transferts bancaires. Alors, maintenant, depuis tout à l'heure, quand on était en train d'expliquer les attaques actives, on parlait des rainbow tables. Donc là, on va essayer de voir un peu c'est quoi les rainbow table attaques. Alors, les attaques hors ligne se produisent lorsque l'intrus vérifie la validité des mots de passe. Il observe la manière dont le mot de passe est stocké. Si les noms d'utilisateurs et les mots de passe sont stockés dans un fichier lisible, il devient facile pour l'attaquant d'accéder au système. Il est donc important de protéger la liste des mots de passe et de la conserver sous une forme illisible, de préférence cryptée. Les attaques hors ligne, bien que longues, réussissent souvent différentes techniques de piratage de mots de passe sont disponibles sur Internet pour garantir cette réussite. On peut citer parmi elles les attaques Rainbow. Alors, cette attaque utilise la technique crypto-analytique compromis en mémoire. Il nécessite moins de temps que les autres techniques. Elle utilise des informations déjà calculées, stockées en mémoire, pour déchiffrer le chiffrement. Dans l'attaque de la table Rainbow, l'attaquant crée à l'avance une table de tous les mots de passe possibles et de leurs valeurs de hash respectives appelée table Rainbow Table. La Rainbow Table, c'est une table précalculée qui contient la liste des mots comme un fichier dictionnaire et la liste aussi de leur hash. Il s'agit d'une table de recherche spécialement conçue pour récupérer un mot de passe en clair à partir d'un texte haché. L'attaquant utilise cette table pour rechercher les mots de passe et tente de le récupérer à partir des hashes de mots de passe. Il faut savoir qu'il existe plusieurs outils pour la création des Rainbow Tables, notamment les Rainbow Crack, qui est une implémentation à usage général qui tire parti de la technique de compromis temps-mémoire pour déchiffrer les hashages. Ce projet permet de déchiffrer un mot de passe haché. Les attaquants peuvent utiliser aussi l'outil RTGen pour générer des tables Rainbow, comme représenté sur la capture d'écran que vous voyez à ce niveau-là. Alors, il faut savoir que le programme RTGen a besoin de plusieurs paramètres pour générer une Rainbow Table. Alors, un autre type d'attaque, c'est offline, bien sûr, c'est les attaques réseau distribuées. Une attaque de réseau distribué, ou appelée communément ADN, ou bien DNA, est une technique utilisée pour récupérer des fichiers protégés par mot de passe qui utilisent la puissance de traitement inutilisée des machines réparties sur le réseau afin de déchiffrer les mots de passe. Dans cette attaque, l'attaquant va installer un gestionnaire DNA dans un emplacement central où les machines exécutant dans les clients DNA peuvent y accéder via le réseau. Le gestionnaire DNA coordonne l'attaque et attribue de petites parties de la recherche des clés aux machines réparties sur le réseau. Le client DNA s'exécute en arrière-plan, ne prenant que le temps processeur inutilisé. Le programme combine les capacités de traitement de tous les clients connectés au réseau et les utilise pour déchiffrer le mot de passe. Les attaquants utilisent le Password Recovery Toolkit, équipé d'outils DNA, pour mener cette attaque. Les caractéristiques d'un DNA sont les suivantes. Il lit facilement les statistiques et les graphiques. Il ajoute des dictionnaires d'utilisateurs pour déchiffrer un mot de passe. Optimise les attaques de mots de passe pour des langues spécifiques. Il modifie les dictionnaires utilisateurs. Il comprend une fonctionnalité d'installation de clients furtifs et met automatiquement à jour le client lors de la mise à jour du serveur DNA. Le serveur DNA peut être classé en deux modules. Nous avons d'abord l'interface du serveur DNA. Alors, l'interface du serveur DNA permet aux utilisateurs de générer un DNA à partir de tirs d'un serveur. Les modules serveur DNA fournissent à l'utilisateur l'état de toutes les tâches que le serveur exécute. L'interface
contient les tâches suivantes. D'abord, vous avez les travaux en cours. C'est la file d'attente des travaux en cours qui comprend tous les travaux ajoutés à la liste par le contrôleur. Nous avons aussi les travaux terminés. C'est la liste des travaux qui ont fourni des informations sur le déchiffrement. Alors, y compris les mots de passe. Il comporte également de nombreuses colonnes similaires à la liste des tâches actuelles. Nous avons aussi une deuxième interface qui est l'interface Client DNA. Alors, les utilisateurs peuvent utiliser l'interface Client DNA depuis de nombreux postes de travail. Cette interface facilite la coordination des statistiques clients et est disponible sur les machines avec l'application Client DNA préinstallée. Il existe plusieurs éléments tels que le nom du client ADN, le nom du groupe auquel appartient le client et les statistiques sur le travail en cours. Il faut savoir qu'il y a une boîte de dialogue trafic réseau qui facilite la découverte de la vitesse du réseau utilisé par le DNA et la longueur de chaque unité de travail du client DNA. Grâce à la longueur de l'unité de travail, un client DNA peut travailler sans contacter le serveur DNA. L'application client DNA peut contacter le serveur au début et à la fin de la longueur de l'unité de travail. L'utilisateur peut surveiller la file des états des tâches de l'ADN après avoir collecté les données de la boîte de dialogue trafic réseau. L'utilisateur peut modifier le travail du client. Lorsque la taille de la longueur de l'unité de travail augmente, la vitesse du trafic réseau diminue. Une diminution de la vitesse du trafic amène le client travaillant sur des travaux à passer plus de temps. Par conséquent, l'utilisateur peut adresser moins de requêtes au serveur en raison de la réduction de la bande passante du trafic réseau. Alors, nous avons aussi des outils de récupération de mots de passe qui permettent aux attaquants de casser les mots de passe complexes, de récupérer des clés de chiffrement solides et de déverrouiller plusieurs documents. À titre d'exemple, nous avons l'outil Elcomsoft Distributed Password Recovery ainsi que tout un ensemble d'outils. Alors, l'outil PWDump7 est une application qui sauvegarde les hashes de mots de passe de la base de données SAM. Alors, le PowerDump, PasswordDump plutôt, extrait des hashages de mots de passe LM et NTLM des comptes utilisateurs locaux de la base de données SAM. Cette application ou cet outil s'exécute en extrayant les fichiers binaires SAM et du système de fichiers, puis extrait les hashes, l'une des fonctionnalités les plus puissantes de PowerDump, et qu'il est également capable de vider les fichiers protégés. PowerDump7 peut également extraire des mots de passe hors ligne en utilisant des fichiers cibles. L'utilisation de ce programme nécessite des privilèges administratifs sur les systèmes distants. Alors, les outils de piratage de mots de passe vous permettent de réinitialiser les mots de passe administrateurs local Windows, ou bien ceux d'administrateurs de domaine et d'autres comptes utilisateurs inconnus ou perdus. En cas d'oubli de mot de passe, il permet même aux utilisateurs d'accéder instantanément à leurs ordinateurs verrouillés sans réinstaller Windows. Les attaquants peuvent utiliser des outils de piratage de mots de passe pour déchiffrer les mots de passe du système cible. Lofcrack est un outil conçu pour auditer les mots de passe et récupérer les applications. Il récupère les mots de passe Windows à l'aide d'attaques par dictionnaire, hybride, Rainbow Table et brute force. Il vérifie également la robustesse des mots de passe. Lofcrack est un outil de cracking de mots de passe Windows fonctionnant sous divers OS. Toujours dans l'histoire du cracking des mots de passe, nous avons le Rainbow Crack. Alors, le Rainbow Crack permet de craquer les hashes en utilisant le Rainbow Table. Comme on l'avait vu tout à l'heure, il utilise l'approche mémoire et temps. D'autres outils font presque le même travail, tels que THC Hydra, Medusa ou bien Hashcat. Alors, il y a une autre notion qui est assez intéressante, c'est le password salting. Alors, ou bien ce qu'on appelle en français le salage de mots de passe. C'est une technique dans laquelle des chaînes de caractères aléatoires sont rajoutées à un mot de passe avant de calculer son hash. Cela rend un peu plus difficile l'inversion des hashes et aide à vaincre les attaques en utilisant le Rainbow Table. Plus la chaîne aléatoire est longue, plus il devient difficile de casser ou de déchiffrer les mots de passe. La chaîne de caractères aléatoires doit être une combinaison de caractères alphanumériques en général. En cryptographie, un salt est constitué de bits de données aléatoires utilisés pour entrer dans une fonction unidirectionnelle. L'autre étant un mot de passe. Au lieu de mettre un mot de passe tout court,
Le résultat de la fonction unidirectionnelle peut être stocké et utilisé pour authentifier des utilisateurs. Un salt se combine avec un mot de passe par une fonction de dérivation de clé pour générer une clé à utiliser avec un chiffrement ou un autre algorithme cryptographique. Cette technique génère différents hashages pour le même mot de passe, ce qui rend le piratage du mot de passe assez difficile. Comment se défendre contre le cracking de mots de passe? Alors, d'abord, il faudra essayer d'utiliser les informations des audits de sécurité pour, si vous voulez, le monitorer et suivre les attaques contre mots de passe. Il faudra désactiver aussi l'utilisation du même mot de passe lors du changement de mot de passe, parce que souvent les utilisateurs, quand ils changent leur mot de passe, ils ont tendance à remettre l'ancien mot de passe. On doit désactiver aussi ou interdire le partage de mots de passe. On ne doit pas autoriser l'utilisation de mots de passe qui sont fournis par un dictionnaire. On ne doit pas utiliser des protocoles qui utilisent un texte clair ou bien un niveau de chiffrement qui soit faible. Nous devons mettre en place une politique de changement de mot de passe qui oblige l'utilisateur à changer son mot de passe au moins chaque 30 jours. Et on doit éviter de sauvegarder les mots de passe dans des endroits non sécurisés et ne jamais utiliser des mots de passe système par défaut. Aussi, il faudra renforcer la sécurité des mots de passe en exigeant un minimum 16 caractères alphanumériques composés d'une combinaison de minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux. On doit nous assurer que les applications, en quelque sorte, ne gardent pas le mot de passe en clair sur le disque dur. Nous devons utiliser des chaînes aléatoires, ce qu'on appelle des soldes en tant que préfixe ou bien que suffixe des mots de passe avant leur chiffrement. On doit activer la fonction syskey avec un mot de passe robuste pour chiffrer la base de données SAM et la protéger ainsi. Nous ne devons pas autoriser l'usage des mots de passe tels que la date de naissance, le nom de l'épouse, des enfants ou des animaux de compagnie. On doit surveiller nos serveurs de log pour vérifier qu'il n'y a pas d'attaque de type brute force. Et bien sûr, nous devons verrouiller n'importe quel compte utilisateur qui a été exposé à plusieurs erreurs lors de la saisie du mot de passe. Évidemment, il faudra protéger le système BIOS des machines et on doit former les employés contre les techniques de social engineering telles que le shoulder surfing, dumpster diving ou d'autres techniques qui permettent le vol des mots de passe. Nous pouvons utiliser une authentification multifacteur ou à 2 facteurs, par exemple l'utilisation de CAPTCHA pour éviter les attaques automatisées. Et évidemment, nous devons sécuriser l'accès physique à nos systèmes pour éviter les attaques offline. Nous devons nous assurer que les fichiers de base de données de mots de passe sont chiffrés et uniquement accessibles par les administrateurs. Et évidemment, nous devons masquer l'affichage des mots de passe sur les écrans. Alors, pour se défendre contre l'empoisonnement LLMNR et NBTNS, il faut savoir que le moyen le plus simple qui existe dans les systèmes d'exploitation Windows pour se protéger contre ces attaques, d'abord, il faut savoir que les attaquants vont utiliser des services pour obtenir des informations d'identification des utilisateurs via ces 2 protocoles. Donc, il serait intéressant de désactiver le LLMNR et le NBTNS dans n'importe quelle version de Windows. Alors, pour désactiver le LMBNR, ce qu'on peut faire, c'est d'abord, vous pouvez passer par votre stratégie de groupe local, dans laquelle vous allez partir vers la configuration de l'ordinateur, modèle d'administration, réseau, client DNS. Et dans le client DNS, vous allez désactiver la résolution de nom de multidiffusion. Donc, c'est la manière la plus simple pour désactiver le LMBNR.
Par contre, pour désactiver le NBTNS, on va accéder à notre réseau, le centre de réseau et de partage. Ensuite, on va modifier les paramètres de l'adaptateur réseau. Et là, on va aller dans les propriétés vers TCP/IP v4. Et sous l'onglet général, on va aller vers avancé, on va aller vers Wins. Et au niveau des options NetBIOS, on va cocher la case désactiver NetBIOS sur TCP/IP. Vous remarquerez que c'est des méthodes assez simples, mais qui vraiment portent leurs fruits et empêchent ce type d'attaque. Maintenant, pour vous assurer qu'il n'y a pas eu d'empoisonnement LLMNR ou bien NBTNS, vous avez deux outils qui vous permettent de vérifier ça, par exemple Vendicate ou GotResponder. Il faut savoir que, en dehors de ces techniques, il existe énormément de vulnérabilités sur les systèmes. Donc, l'exploitation de ces vulnérabilités permet, si vous voulez, le craquage de vos mots de passe. Il faut savoir, pour exploiter une vulnérabilité, il faut exécuter plusieurs étapes complexes et interdépendantes pour accéder à un système distant. Donc, les attaquants ne peuvent procéder à une exploitation qu'après avoir découvert des vulnérabilités dans les systèmes cibles. Donc, ils vont utiliser ces vulnérabilités pour vous attaquer. Donc, généralement, pour l'exploitation d'une vulnérabilité, on commence toujours par identifier la vulnérabilité. Ensuite, on va déterminer le risque associé à cette vulnérabilité. Donc, après avoir identifié la vulnérabilité, on va essayer de voir quels sont l'impact de cette vulnérabilité. Ensuite, on va déterminer les capacités de cette vulnérabilité. Par la suite, on va développer un exploit dédié à cette vulnérabilité. Donc, soit on le développe, soit on va le télécharger à partir de sites spécialisés tels que exploitdb.com. Ensuite, on va choisir une méthode de livraison. Donc, comment transmettre cette vulnérabilité vers la cible. Pour cela, on peut avoir une livraison locale ou à distance. Donc, par la suite, on va générer et livrer la charge utile. Donc, dans le cas de notre exploitation, on va générer et sélectionner des charges utiles malveillantes à l'aide d'outils tels que, par exemple, Metasploit. Et on va les transmettre au système distant, soit à l'aide d'ingénierie sociale, soit via un réseau. Ensuite, on va obtenir l'accès à distance. Alors, pour les sites d'exploit, vous avez plusieurs sites qui existent, par exemple Exploit Database, Security Focus, les sites de CVE ou bien les sites de CVSS. Ou bien vous avez carrément VulnDB, Security Focus, etc. Alors, une des vulnérabilités les plus communes qui existent, c'est les vulnérabilités de type Buffer Overflow. Alors, un Buffer Overflow, c'est quoi? Un buffer, d'abord, c'est quoi? C'est un tampon. Un tampon, c'est quoi? C'est une zone d'emplacement mémoire adjacente qui est allouée à un programme ou à une application pour gérer des données en exécution. Le fait de déborder ou qu'il y ait un dépassement au niveau de ce tampon est une vulnérabilité très courante dans les applications ou les programmes qui acceptent plus de données dans le tampon que la taille allouée. Cette vulnérabilité permet à l'application de dépasser la zone mémoire du tampon lors de l'écriture des données pour aller empiéter sur une autre zone mémoire et écraser d'autres données qui sont dans des zones voisines. De plus, cette vulnérabilité peut entraîner un comportement erratique du système, voire même des pannes. Donc l'attaquant qui va exploiter cette vulnérabilité va essayer d'injecter un code malveillant dans le tampon afin d'endommager les fichiers, modifier les données et exécuter les tâches qu'il veut. Et généralement, le but ultime, c'est d'obtenir un accès au shell. Alors, la question qu'on va se poser de manière légitime, c'est pourquoi les programmes et les applications sont vulnérables à ces débordements de tampons. Il faut savoir que généralement, les développeurs font beaucoup d'erreurs. Par exemple, les contrôles de limites ne sont pas entièrement effectués dans la plupart des cas. C'est-à-dire qu'on ne vérifie pas les bornes. Les applications qui utilisent d'anciennes versions de langage de programmation génèrent beaucoup plus de vulnérabilités. Nous avons des programmes qui utilisent des fonctions dangereuses et vulnérables et qui ne parviennent pas à valider la taille du tampon. Nous avons des programmes qui ne respectent pas les bonnes pratiques de programmation. Tout comme nous avons des programmeurs qui ne définissent pas les principes de filtrage et de validation des données.
Et il faut savoir aussi que les systèmes qui exécutent du code présent dans le segment de la pile sont vulnérables aussi au débordement de tampons. Alors, il faut savoir qu'il existe deux types de buffer overflow ou de débordement de tampons, ce qu'on appelle le stack-based et le heap-based buffer overflow. Donc, on va voir le premier. Alors, il faut savoir que le premier, c'est le débordement de tampons qui est basé sur la pile. Dans la plupart des applications, une pile est utilisée pour l'allocation mémoire statique. Donc, nous avons des blocs mémoire contigus qui sont alloués à une pile pour stocker des variables temporaires créées par une fonction. Donc, la pile va allouer les variables dans l'ordre LIFO, donc last in, first out. Chaque fois qu'une fonction est appelée, la mémoire requise pour stocker les variables est déclarée dans cette pile. Et lorsque la fonction revient, donc lorsqu'il y a un changement de contexte, la mémoire est automatiquement libérée. Il faut savoir que dans la pile, il existe principalement deux opérations, ce qu'on appelle le putsch et le pop. Donc le putsch pour stocker les données et le pop pour enlever des données. De même, la mémoire de la pile va utiliser des registres, notamment le registre EBP, également connu sous le nom de stack base, qui va stocker l'adresse du premier élément de données qui est dans la pile. Nous avons le registre ESP, qui va stocker l'adresse du prochain élément de données à mettre dans la pile. Nous avons EIP, qui va stocker l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. ELC, qui gère l'index source pour diverses opérations sur les chaînes. Et le registre EDI, qui va maintenir l'index de destination pour diverses opérations de chaîne. Donc un débordement de tampon basé sur la pile se produira lorsqu'une application écrit plus de données dans le tampon que ce qui est réellement alloué à ce tampon. Pour comprendre les débordements de tampon dans la pile, vous devez vous concentrer sur les registres qu'on vient de voir, qui stocke l'adresse de l'instruction, et le registre IP qui stocke l'adresse de l'instruction qui doit exécuter la commande. Alors, chaque fois qu'une fonction démarre son exécution, si vous voulez, une partie de la pile qui stocke ces informations est poussée vers la pile et est stockée dans le registre ESP. Lorsque la fonction revient, donc lorsqu'il y a un changement de contexte, le cadre de la pile est retiré de la pile, donc la partie de ces données est retirée de la pile, et l'exécution reprend à partir de l'adresse de retour qui était stockée dans le registre EIP. Par conséquent, si une application ou un programme est vulnérable à une attaque buffer overflow, les attaquants vont prendre le contrôle du registre EIP pour remplacer l'adresse de retour de la fonction par l'adresse du code malveillant qui leur permet d'accéder au système cible. Alors, le deuxième type de buffer overflow qu'on avait dit tout à l'heure, c'est ce qu'on a appelé les heap-based buffer overflow. Alors, un heap ou un tas est utilisé pour l'allocation dynamique de la mémoire. On avait dit que la pile, c'était pour l'allocation statique. La mémoire heap est allouée dynamiquement au moment de l'exécution. Donc, pendant l'exécution du programme et stocke des données du programme. L'accès à la mémoire heap est plus lent que l'accès à la mémoire pile. L'allocation et la désallocation de la mémoire heap ne sont pas effectuées automatiquement. Les programmeurs doivent écrire du code pour l'allocation, ce qu'on appelle le malloc, du heap. Et une fois l'exécution terminée, ils doivent libérer la mémoire à l'aide de fonctions telles que free. Un débordement basé sur le heap se produit lorsqu'un bloc de mémoire est alloué à un heap et que les données sont écrites sans aucune vérification liée. Cette vulnérabilité conduit à l'écrasement des liens vers l'allocation dynamique en mémoire, donc les pointeurs d'objets dynamiques, des entêtes de heap, les données basées sur le heap et les tables de fonctions virtuelles. Les attaquants exploitent le débordement de tampons basé sur le heap pour prendre le contrôle de l'exécution des programmes. Le débordement de tampons se produit généralement dans l'espace mémoire du heap et l'exploitation de ces bugs est différente de celle des débordements de tampons basés sur la pile. Les débordements de heap ont été largement découverts en tant que bugs de sécurité logicielle. Contrairement aux débordements de pile, les débordements de heap sont incohérents et font l'objet de diverses techniques d'exploitation. Alors, pour détecter les vulnérabilités de type buffer overflow, on peut utiliser différents outils tels que OllyDbg ou bien Veracode
Qman, etc. Donc, c'est des programmes qui nous permettent de faire du débugage de programmes, voire même du reversing, afin d'analyser le code et trouver la source de l'erreur. Alors, comment se défendre contre un buffer overflow? Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de contre-mesures, notamment développer des programmes en suivant les bonnes pratiques et les directives de codage sécurisé, utiliser des techniques de randomisation et de la disposition de l'espace d'adressage, ce qu'on appelle les techniques ASLR, qui se déplacent de manière aléatoire autour des emplacements de l'espace d'adressage de la région de données. On peut valider les arguments et minimiser le code qui nécessite des privilèges root. On peut effectuer une révision du code au niveau du code source à l'aide d'analyseurs de code statique et dynamique, tout comme on peut autoriser le compilateur à ajouter des limites tous les temps. On peut implémenter la vérification automatique des limites, on peut protéger toujours le pointeur de retour sur la pile, ne jamais autoriser l'exécution de code en dehors de l'espace du code, on peut appliquer régulièrement des correctifs aux applications et aux systèmes d'exploitation, tout comme on peut effectuer une inspection de code manuellement, avec une liste de contrôles pour vous assurer que le code répond à certains critères. On peut aussi utiliser des piles non exécutables, c'est-à-dire la prévention de l'exécution des données, ce qu'on appelle DEP, Data Execution Prevention, qui peut marquer la pile ou les régions de mémoire comme non exécutables pour empêcher toute exploitation. On peut implémenter la vérification de l'intégrité du pointeur de code pour détecter si un pointeur de code a été corrompu avant qu'il ne soit référencé, tout comme on peut examiner minutieusement le code pour éviter d'éventuelles erreurs en effectuant des tests et du débugage. On peut effectuer un audit du code automatisé ou manuel. On peut éviter d'utiliser des fonctions dangereuses et utiliser par exemple string cat au lieu d'utiliser string copy. Utiliser le bit NX pour marquer certaines zones de la mémoire comme exécutables et non exécutables, tout comme on peut utiliser des solutions IDS pour détecter les comportements qui simulent une attaque. Sur ce, on va arrêter aujourd'hui. Le prochain cours va porter sur tout ce qui est escalade de privilèges.